Présent, à cette Masters Week où on va vous présenter effectivement les masters en alternance avec, un petit focus sur ce qu'est l'alternance au sein de la faculté de droit et ensuite le détail des contenus des masters et leurs organisations par les directeurs et les directrices de master. Alors ma collègue Aude, Allard est présente. Aude, si tu veux, démarrer la présentation. Oui. Alors, attends, Suzette, est-ce que tu peux passer du coup? Alors, est-ce que je peux passer? Hop, est-ce que vous C'est voyez bon la là? deuxième Ouais. écran? Très bien. Alors démarrons. Alors, l'objectif donc là ce soir, c'est de vous présenter les différents masters en alternance que nous proposons. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'acquérir une expérience professionnelle importante et pérenne. Ça vous permettra de vous insérer plus facilement dans le monde du travail. Et alors, pour bien vivre son alternance, donc l'objectif, c'est vraiment d'être organisé, d'échanger et d'avoir un suivi. Et c'est ce qu'on vous propose, du coup, avec Suzette qui est sur Ici les Moulineaux, de pouvoir aussi être à votre écoute par rapport à tout le suivi de l'alternance. Je continue. Ouais, vas-y. Voilà, ça former un métier. Alors, l'objectif, c'est de vous former à un métier. Donc, l'alternance, vous allez avoir des différents moments, des moments de phase théorique, donc en cours, et puis des moments de phase pratique où vous serez en entreprise. Et vous aurez du coup, à la fin des 2 ans de master, un diplôme et une expérience concrète en entreprise. Donc, vous aurez 2 ans d'expérience en entreprise. Et ça permet aussi de répondre à un besoin, puisque les entreprises ont formulé ce type de besoin, de pouvoir intégrer tôt un futur collaborateur et pouvoir le former. Alors, vous l'avez compris, l'alternance, c'est vraiment un type de formation assez particulier qui vous permet vraiment de définir et d'expérimenter votre, projet professionnel, le métier que vous avez envie d'exercer. La particularité de l'alternance par rapport à ceux qui sont issus de formations en licence, en formation initiale, c'est que vous allez changer de statut et vous allez devenir un salarié d'une entreprise. L'alternance, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un aller-retour entre de la théorie que vous allez acquérir au sein de l'université et de la pratique que vous allez, développer avec une équipe en entreprise, en banque, en cabinet d'avocat, chez un notaire, avec des professionnels qui vont vous accompagner et qui vont vous montrer comment fonctionne le métier et quels sont, les objectifs pour être le plus performant dans les métiers que vous allez choisir. Je vous ai dit qu'effectivement, vous changiez de statut. Ça veut dire que vous passez d'un statut d'étudiant à un statut de salarié. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que dans l'alternance, quand vous choisissez un master en alternance, le temps de formation est partagé entre du temps entreprise et du temps à la faculté, à l'université, que vous êtes, les premiers à identifier quel type d'entreprise pourrait vous correspondre, parce que vous allez répondre à des annonces, vous allez répondre à des offres, peut-être candidater spontanément pour pouvoir mettre en place, et signer un contrat d'alternance. Alors aujourd'hui, il existe effectivement 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Ce sont des contrats spécifiques et qui sont exclusivement dédiés, à l'alternance et au suivi de formation en alternance. Qu'est-ce qui différencie les 2 types de contrats? En réalité, peu de choses, puisque que l'entreprise choisisse de vous proposer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, la différence, qui va vous être donnée, elle consiste dans le pourcentage de la rémunération que vous pouvez toucher. Le salaire de base, c'est, le SMIC, auquel se calcule un certain nombre de pourcentages en fonction de votre âge, du niveau de diplôme et de la durée du diplôme. Donc, généralement, c'est l'entreprise qui a la main pour dire: «Je préfère un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation». La raison, et vous allez vite le comprendre, c'est qu'en réalité, l'entreprise derrière, elle va financer votre formation et en fonction du type de contrat, elle peut avoir des avantages, des aides de l'État
pour payer votre formation. Donc, quand je dis financer votre formation, c'est vraiment payer la formation que vous allez suivre. Et en plus, de par ces types de contrats, vous avez une rémunération, donc une fiche de paye mensuelle qui vous rémunère pour votre activité en entreprise. Alors, je le disais effectivement, qu'est-ce que c'est comme type de contrat? C'est un contrat de travail. Donc, quand on dit contrat de travail, ça veut dire qu'il y a des devoirs, il y a des obligations vis-à-vis de l'entreprise. Quand vous êtes en entreprise, vous représentez la faculté et quand vous êtes à la faculté, vous représentez votre entreprise. Donc, de part et d'autre, vous avez deux casquettes et vous correspondez aux devoirs et aux obligations de chacune des entités. C'est un contrat de travail que vous signez, c'est une convention de formation qui est signée et qui permet d'assurer le financement de votre formation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être un salarié? Comme c'est indiqué, vous répondez à la loi, au règlement et à la convention collective qui gère l'entreprise. Et ça veut dire que vous êtes un salarié quasiment comme les autres. Vous avez un manager, on va le voir, un maître d'apprentissage qui va vous donner des directives, des missions, qui va vous accompagner dans les missions. Mais ça veut dire que quand vous êtes en entreprise, vous ne pouvez pas arriver à n'importe quelle heure, vous ne pouvez pas partir à n'importe quelle heure, vous rentrez dans le cadre de l'entreprise. Et la particularité, c'est que quand vous êtes en formation, quand vous êtes sur les bancs de l'université, à la faculté, vous êtes aussi sur du temps de travail de l'entreprise. La particularité, c'est que la moitié de votre temps, c'est du temps formation. Alors, l'alternance, c'est un engagement tripartite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pendant toute la durée de votre master, donc master qui va durer 2 ans et donc avec un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui va avoir aussi une durée de 2 ans, vous êtes accompagné par un maître d'apprentissage ou un tuteur qui va vous donner tout, qui va vous faire comprendre dans quel environnement professionnel vous êtes, qui va vous accompagner sur la compréhension du métier que vous êtes en train d'exercer, des missions, des tâches qu'il va vous confier, qui va aussi vous évaluer. C'est important de le savoir. Le maître d'apprentissage va vous donner des notes pour pouvoir évaluer votre progression professionnelle et pouvoir justifier effectivement des missions qu'il vous confie. Vous, en contrepartie, vous travaillez pour l'entreprise. Ça veut dire que quand vous avez répondu à une offre d'alternance, vous avez vu qu'il y a des missions qui sont présentées dans l'offre de recrutement. Eh bien, vous correspondez, vous rendez des comptes par rapport aux missions qui sont proposées. Et puis, le troisième partenaire de cet engagement tripartite, c'est naturellement l'université et la faculté qui assurent les enseignements, mais qui assurent aussi tout votre accompagnement durant toute la durée du contrat. Et au niveau du rythme de l'alternance, donc ça dépend du master et de l'année dans laquelle vous allez vous inscrire. Donc, c'est en lien avec les besoins de l'entreprise. Donc, soit on est sur des rythmes 2 semaines en entreprise, 2 semaines en cours, ou alors on peut être sur des rythmes 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Toutes les périodes de fermeture de la faculté sont des périodes où vous serez en fait à temps plein en entreprise. Et si vous désirez des congés, comme vous avez un statut salarié, vous posez des congés payés. Donc, comme tout salarié, donc les 5 semaines légales, alors parfois il y a plus, mais en tout cas, c'est les congés comme les autres salariés de l'entreprise. Alors, avant de passer au détail des masters, je ne vois pas s'il y a des questions dans le chat. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les écrire et puis je regarderai. Alors, je vous propose de laisser la parole à Madame Le Saffre pour le master droit et gestion du patrimoine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Kenza Le Saffre, je suis co-responsable du master droit et gestion de patrimoine donc, qui se déroule sur le campus de Lille.
C'est un master donc en alternance qui n'est pas un master qui permet d'avoir en fait un double diplôme. C'est un master qui va permettre d'acquérir des compétences à la fois dans le domaine du droit et dans le domaine de la gestion de patrimoine. Donc ça, c'est une précision qui est importante. Puisque certains s'orientent vers ce master pensant que c'est une double diplomation. Ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on a cette formation qui va permettre de se former à la gestion de patrimoine. Donc, sa première vocation, c'est une vocation pour former des gestionnaires de patrimoine, en leur permettant de maîtriser en fait la situation patrimoniale de leurs clients, à la fois du point de vue juridique, mais aussi de ses implications du point de vue économique et financier. C'est la raison pour laquelle c'est un master qui mêle à la fois le public d'origine économiste et le public des juristes. Alors, ce master, il est exclusivement proposé en alternance, avec une alternance de 2 semaines en entreprise et de 2 semaines en formation. Alors, c'est un rythme qui peut parfois interroger parce que la plupart des formations sont à la moitié de la semaine en entreprise et la moitié de la semaine en formation. Simplement, le choix de cette alternance 2 semaines, 2 semaines, il permet aussi à des étudiants qui souhaitent rester, par exemple, là où ils ont fait leur licence ou chez les parents, de pouvoir en fait envisager un cercle de recherche beaucoup plus étendu et d'envisager, pourquoi pas, d'avoir une alternance chez les parents et d'aller chercher un peu plus loin pour la formation. Donc, formation qui se fait en alternance. Et donc, puisque c'est une formation en alternance, la formation a été conçue de manière très pratico-pratique, puisqu'elle est présentée en compétences avec des modules qui vont permettre d'acquérir des compétences à la fois dans le domaine juridique et dans le domaine de l'économie et de la finance. Et comme vous pouvez le voir sur la plaquette, une proposition qu'on a faite cette année à nos étudiants et qui sont très satisfaits de cette nouvelle maquette, avec en fait un module de remise à niveau qui permet aux juristes de se familiariser avec le domaine économique et au public des non-juristes d'acquérir les bases en droit sur certains modules pour ensuite progresser vers des choses plus techniques. Donc, on a, comme je vous le disais, 2 publics qui vont être mêlés au sein de cette formation. Les étudiants qui viennent d'un parcours de droit et qui vont donc pouvoir entrer par le biais de la faculté de droit. Ces étudiants-là doivent avoir une licence en droit. Et pour le moment, notre université de conventionnement n'a pas encore accordé d'équivalence à des licences professionnelles. Donc, je le précise parce que j'ai pas mal de messages d'étudiants qui souhaitent intégrer la formation. Alors, pour le moment, l'entrée se fait par une licence générale. Pour ce qui est des licences professionnelles, il faut faire une démarche d'équivalence et qui ne dépend pas de nous, qui dépend de l'université de conventionnement, puisqu'à la fin, on délivre un diplôme d'État conventionné par l'université de Toulouse. Donc, le risque, en fait, c'est d'admettre quelqu'un qui n'a pas la licence attendue par notre université de conventionnement et de ne pas pouvoir délivrer le diplôme de Master 2. Donc, c'est un risque qu'on peut pas prendre. Donc, ceux qui sont inscrits côté fac de droit, donc avec cette licence en droit, seront diplômés de la fac de droit. Ceux qui s'inscrivent du côté de la fac de gestion auront un diplôme en économie, gestion, droit et gestion de patrimoine. Mais leur diplôme, c'est un diplôme d'économie, finance, gestion, mention, droit et gestion de patrimoine. Donc ça, je le précise parce que chaque année, il y a des étudiants qui pensent qu'ils peuvent s'inscrire
indifféremment dans l'une des deux facultés avoir un diplôme à la fois juridique et un diplôme d'économie. Ce n'est pas le cas, donc j'attire l'attention en particulier de ceux qui souhaitent s'orienter vers l'INFN. S'ils s'inscrivent du côté de la fac de gestion, bah, ça sera plus compliqué parce que vous n'aurez pas un diplôme en droit, vous aurez un diplôme d'économie. Donc, il faut impérativement trouver une entreprise d'accueil puisqu'il y a des modules crédités qui sont relatifs à la période passée en entreprise et à son évaluation. Donc, c'est un plus, hein, c'est certain, voilà, dans le dossier d'avoir déjà une entreprise d'accueil pour postuler candidater en droit et gestion de patrimoine, sachant que les entreprises et en particulier les banques sont déjà en train de recruter les étudiants qui vont intégrer les formations dans ce domaine-là pour l'année prochaine. En gros, il faut se dire qu'aux alentours du mois d'avril, les candidatures, enfin les banques ont déjà eu leur recrutement. Voilà, donc après, donc, il y a effectivement la question de la sélection. Bon, c'est un master pour lequel on a pas mal de candidatures. La cohérence du projet professionnel, c'est quelque chose qui est importante. Il faut savoir pourquoi on s'oriente vers la gestion de patrimoine, parce que c'est un master dans lequel on ne fera pas énormément de droits, hein. C'est à peu près donc, le volume horaire global de la formation. En Master 1, c'est entre 400 et 450 heures et par en Master 2, avec une unité de transition en économie pour les juristes d'à peu près 90 heures. Donc, sur un semestre, ça ramène l'enseignement du premier semestre. Donc, on divise par 2 ensuite. Donc, on a à peu près une enveloppe d'une centaine d'heures de droit enfin seulement par rapport à d'autres formations en droit. Donc ça aussi, c'est important de le signaler pour des étudiants qui, par exemple, souhaitent s'orienter vers l'INFN. Il ne faudrait pas que ça génère de la frustration parce qu'il y a énormément d'enseignements en économie, finance et gestion, et encore plus finalement pour les étudiants en droit puisqu'il faut les remettre à niveau à l'occasion de la première année. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou on envisage les questions après. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions dans la discussion. Je reste à disposition jusqu'à la fin. Merci Kenza. Alexandre, pour le master droit des affaires et management des risques de l'entreprise. Merci Suzette, merci Aude. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Je vais donc vous présenter le master droit des affaires et management des risques d'entreprise en alternance que je dirige, qui se déroule exclusivement sur notre campus d'Issy les Moulineaux. Donc en défilant, en passant à la slide suivante, on va commencer à voir certaines spécificités de ce master. S'il était possible de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cette synchronisation numérique est parfaite. Alors, pourquoi ce master? L'idée de ce master, c'est de vous proposer une spécialisation dans pas mal de choses en réalité, tant en droit des affaires, en management des risques d'entreprise et en droit des assurances. Pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement parce que les juristes en droit des affaires, les juristes d'entreprise, comme on peut dire aussi, eh bien, en réalité, nécessitent une compétence assez importante dans pas mal de domaines. Et aujourd'hui, il faut bien souvent avoir une multitude de compétences, tant dans le domaine des affaires que de l'assurance et du management des risques, pour pouvoir présenter les meilleures chances d'être embauché. Donc l'idée de tout ça, c'est de vous offrir une formation en réalité assez globale, assez générale, qui englobe beaucoup de matières pour vous permettre cette intégration professionnelle rapide, tout en sachant que bien évidemment, notamment en fonction de l'entreprise, du secteur d'activité dans laquelle vous allez réaliser votre alternance, il y aura en Master 2 la possibilité de choisir
certaines matières qui font l'objet d'une option, soit d'une option où vous allez davantage faire du droit des affaires, soit d'une option où vous allez davantage faire du droit des assurances, cette dernière étant gérée avec notre partenariat avec l'École polytechnique d'assurance. Au milieu de tout ça, parce que vous êtes en troisième année, le droit des affaires, vous voyez à peu près, vous avez commencé à faire ça cette année. Le droit des assurances, je pense que ce n'est pas bien compliqué à comprendre ce qui vous attend, même à 7 heures du soir. En revanche, le management des risques, on va vous en proposer aussi. L'idée aujourd'hui de la profession de juriste d'entreprise, c'est aussi de manager les risques, c'est-à-dire de cartographier les risques et de voir en réalité pour une entreprise donnée quels sont, au vu de l'environnement juridique, les risques que l'entreprise est en train de courir. Bon, si la cellule recherche-développement est un petit peu trop motivée à l'idée d'aller plus ou moins piquer le brevet d'un concurrent, eh bien, il faudra leur expliquer que si on fait ça, on va peut-être gagner de l'argent, mais on risque de se faire condamner par le juge. Vous voyez, il y a une logique aujourd'hui de plus simplement utiliser le droit quand le contentieux éclate, mais aussi d'anticiper et de gérer le droit comme un risque comme un autre, hein, comme le risque d'inondation, le risque de faillite. En réalité, de gérer le droit comme un risque. Et ça, on tient à vous en mettre un petit peu parce que c'est quelque chose qui est très, très à la mode, très employable, un petit peu comme l'éthique, la compliance et toutes ces choses. Donc, le rythme de l'alternance, mes collègues Aude et Suzette, hein, vous l'ont évoqué, en Master 1, c'est des rythmes en jours. Vous êtes en début de semaine à la faculté, en fin de semaine en entreprise. En Master 2, c'est des rythmes en semaine. Vous êtes une semaine à la faculté, puis 2 à 3 semaines en entreprise. Alors, à quoi sert ce master après 2 années d'études acharnées? À beaucoup de choses. En réalité, soit vous pouvez passer la porte définitivement de l'entreprise et chercher un emploi avec des ouvertures assez larges, soit vous pouvez poursuivre vos études. Hein, vous pouvez réaliser un autre Master 2 en France ou à l'étranger ou, comme toujours, un petit quart, un petit tiers de la promotion, aller essayer le CRFPA, le concours d'avocat. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est magnifique. Donc évidemment, on vous l'a expliqué, là je peux passer rapidement pour ne pas monopoliser la parole au détriment de mes collègues, mais l'idée d'un master en alternance, il ne faut pas y aller par hasard, il faut y aller parce que vous avez envie de confronter vos connaissances que vous allez apprendre à la faculté, hein, dès le Master 1, et celles d'ailleurs que vous avez déjà appris depuis la première année, avec la pratique du terrain, hein, par le biais de l'alternance. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer de faire le lien entre l'entreprise et l'université? On va beaucoup travailler dans certaines matières avec des études de cas, des mises en situation, puisqu'une bonne partie des enseignants, en réalité, vont être des praticiens du monde des affaires, du monde de l'assurance, qui vont venir vous présenter les grandes règles de leur matière et rapidement les mettre en situation. Vous connaissez un petit peu la maison, hein, vous êtes en troisième année, on va aussi continuer avec la logique dans certaines matières de pré-read, hein, on va continuer à vous donner un petit peu des documents à lire attentivement avant chaque cours pour permettre une participation orale plus intéressante en cours. Et puis, pour finir en beauté, on va vous demander à la fin de votre Master 2, pendant votre Master 2 et pas uniquement à la fin, de rédiger un mémoire, une dissertation géante, hein, d'une 50aine de pages, dans laquelle on essaiera de vous faire travailler sur un sujet qui va lier autant les aspects théoriques du problème que les aspects pratiques en fonction de vos tâches en entreprise. On essaiera de vous trouver un bon sujet de mémoire, ce qui vous permettra d'avoir une vision un peu plus globale des choses. Et puis, vous pouvez le voir, hein, le
master en alternance, puisque non, on peut rester sur cette slide, c'est parfait. En réalité, j'en profite pour prendre connaissance des matières, on ne va pas toutes les présenter, mais j'en profite pour vous dire que vous restez en réalité, quand vous êtes à l'université, étudiant. On vous l'a dit, votre statut change, mais d'un point de vue pédagogique, vous le voyez, hein, en Master 1, on a encore des cours fondamentaux, on a encore des TE qui redeviennent des travaux dirigés, vous aurez des dissertations à faire, des commentaires d'arrêt, vous aurez des examens, etc. etc. D'un point de vue universitaire, la seule chose qui change, c'est ce qu'on demande d'habitude à un étudiant en 5 jours, eh bien, il va falloir le faire en 2 jours. Mais pour le reste, au moins en Master 1, chaque chose en son temps, vous conservez l'intégralité des bonnes habitudes que vous avez désormais depuis 3 ans au moins à la faculté. Je reste évidemment en cas de questions à la suite de ces présentations à votre disposition et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Alexandre. Le master franco-allemand et européen de droit des affaires avec M. Xavier Papreau. Oui, alors bonjour, je suis Xavier Papreau, je suis responsable du master franco-allemand et européen de droit des affaires sur le campus parisien de la faculté de droit. Et donc, c'est un master un peu particulier parce qu'il est tourné vers aussi les questions européennes et en partie internationales. Il est aussi particulier parce que c'est un master qui recouvre bien sûr l'ensemble des disciplines relatives au droit des affaires en France, en Allemagne, au niveau européen. Et c'est un master qui est enseigné sur 2 campus. Le campus de l'université de Passau, de la faculté de droit de l'université de Passau en Allemagne, en Bavière. C'est une faculté de droit très prestigieuse en Allemagne qui a notamment des spécialités en domaine de droit européen et de droit du numérique. Donc, la première année du M1 se déroule sur le campus, qui est un campus international, qui reçoit aussi beaucoup d'étudiants étrangers de toutes sortes d'horizons. Et le M2 se déroule sur le campus parisien de la faculté de droit de l'université catholique de Lille, plus précisément, je dis Paris, mais c'est juste à côté de Paris, à ici les Moulineaux, que nous sommes implantés. Donc, 2 années de formation, un panorama complet du droit des affaires dans ces 3 univers juridiques, ce qui permet d'acquérir une capacité d'évoluer dans différentes cultures juridiques, dans différents espaces juridiques, et qui a lieu en 3 langues, c'est-à-dire qu'il y a des cours dispensés en français, d'autres en allemand et d'autres en anglais également, car l'anglais est une langue incontournable aussi à l'échelle européenne. Alors, à côté de ces enseignements spécialisés dans le droit des affaires et toutes les matières connexes, juridiques connexes qui sont nécessaires à la compétence dans ce domaine, il y a aussi la possibilité de choisir un certain nombre d'options, notamment en droit du numérique, et ça c'est important, aussi bien en première année qu'en 2e année. À côté de la possibilité de pratiquer donc les 3 langues, il faut savoir qu'il y a des cours d'accompagnement de la formation linguistique pour que les étudiants renforcent leurs compétences linguistiques. Nous n'exigeons pas du tout que les étudiants candidats parlent parfaitement ou soient bilingues, trilingues pour entrer dans cette formation. Il suffit d'avoir un niveau suffisant, en général B2, pour comprendre un enseignant et pouvoir restituer un minimum dans les langues, sachant que au fur et à mesure, bien sûr, les exigences linguistiques sont supérieures, mais que lorsque vous pratiquez les langues, vous
notamment l'allemand. En Allemagne, pendant un an, vous sortez carrément, quasiment au niveau C1 ou C2, donc il n'y a pas de problème. Et puis, les enseignants vous accompagnent, ne vont pas trop vite non plus au début parce qu'ils sont bien conscients que le niveau d'allemand ou d'anglais n'est pas forcément celui d'un natif. Voilà, donc il ne doit pas y avoir non plus d'autocensure parce que les étudiants français ont cette tendance à une autocensure dès qu'il s'agit de langue. Et donc il s'agit de vous rassurer aussi ici. À la fin de la première année, il y a la délivrance d'un certificat par l'université de Passau qui atteste que vous avez bien suivi la première année de master, et au terme de la deuxième année, il y a le diplôme de master qui vous est délivré. Donc, à côté, puisqu'il s'agit d'un master en alternance, et c'est là aussi toute l'originalité de cette formation, c'est qu'elle a su associer à la fois la mobilité et l'alternance. Il faut savoir que le cadre juridique qui a permis cela est assez récent, il date d'à peu près 3 ans, et donc nous avons immédiatement adapté ces possibilités, ces nouvelles possibilités qui permettent à des étudiants de partir en mobilité. Notamment la première année, les étudiants se trouvent à Passau, à la faculté de droit de Passau, dans un cadre Erasmus, mais en même temps peuvent bénéficier de l'alternance. Alors, du fait de la façon dont se déroulent les études juridiques en Allemagne, eh bien, la seule particularité, c'est que les périodes d'alternance se font non pas chaque semaine, comme ça se passe dans les M1, les autres M1, mais par 3 grands blocs au cours de l'année qui correspondent aux périodes de congé des étudiants en Allemagne. Mais cela ne pose pas de problème. Donc, vous voyez les différents modules. Vous voyez nombre de cours, alors il ne faut pas s'affoler du nombre de cours, ils ne sont pas tous obligatoires, un certain nombre marchent en fonction d'options, donc vous voyez notamment pour la première année le module Digital Law, enfin ce qu'ils appellent Digital Law, qui est composé à la fois de cours en français, en allemand et en anglais, eh bien, est très, très fourni, mais il n'y a que quelques options à retenir, pareil pour les autres modules, notamment module européen international, module de droit comparé et les modules aussi de cours général qui représentent un petit peu les unités fondamentales, c'est-à-dire les cours obligatoires, en revanche les 2 cours obligatoires du premier semestre, et on va les retrouver d'ailleurs aussi au second semestre avec une petite variante. Donc voilà, il y a un choix et vous avez tout le temps, bien sûr, de réaliser votre alternance, puisque pour le M2, à Paris, à Issy-les-Moulineaux, pour être plus précis, eh bien, vous revenez à un rythme relativement classique, qui est 1 semaine à la faculté et 2 semaines en entreprise. Voilà ce qui peut globalement être dit et rapidement dit sur cette formation originale, qui vous ouvre bien sûr de nombreuses possibilités. Nous avons déjà eu des promotions qui sont passées et qui sont en cours, et cela ouvre de nombreuses perspectives, notamment dans l'espace juridique européen. Cela peut être dans des institutions, des cabinets internationaux, franco-allemands, ça peut être également dans des entreprises qui œuvrent sur le territoire européen ou dans l'espace franco-allemand, et j'insiste bien sur cet espace franco-allemand parce qu'il existe un réel espace économique franco-allemand. On ne le connaît pas forcément, mais la France et l'Allemagne sont les deux premiers partenaires économiques en Europe, ce qui fait qu'il y a énormément d'entreprises ou de cabinets allemands en France et réciproquement français en Allemagne, et qu'il y a davantage sur ce marché d'emploi d'offres d'emploi que de demandes. Et donc, les étudiants qui sortiront de formation comme ce master pour proposer leurs services à ces entreprises, cabinets ou institutions, eh bien, auront peu de difficultés pour trouver un emploi, et également, c'est une garantie pour des carrières particulièrement dynamiques, c'est-à-dire à croissance rapide. Voilà, je me tiendrai à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions s'il y en a. Merci beaucoup, Xavier Pacro. Le master droit et gestion des ressources humaines sur le campus de Lille par Madame Élodie Letombe. Alors, bonjour. Oui, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Élodie Letombe, directrice du master droit social et gestion des ressources humaines, donc, qui existe sur le campus de Lille. Alors, on va peut-être passer de ce fait. Voilà, super, merci. Donc, au contenu de cette formation. Alors, cette formation, comme vous le voyez, elle a effectivement en fait pour objectif professionnel de former nos étudiants au métier donc, du droit social et des ressources humaines. Donc, de manière beaucoup plus classique, ça touche les métiers, à savoir juriste en droit social, juriste attaché aux affaires sociales d'une entreprise, mais également avoir un poste qui est beaucoup plus, on va dire, en rapport avec la gestion des ressources humaines ou traiter des problématiques qui sont beaucoup plus RH, mais qui néanmoins supposent à un moment donné de traiter des questions juridiques. Et c'est toute la singularité ici du master, c'est effectivement donc d'avoir ici une formation qui est basée sur cette double compétence, à la fois en droit social et en ressources humaines, ce qui permet d'avoir une maîtrise complète ici des problématiques RH. Alors, pour ce faire, effectivement, les 2 années les 2 années de cours sont organisées de la sorte que les étudiants en première année de master ont un rythme, on va dire, académique, une organisation académique et pédagogique qui est assez classique. Comme le disait d'ailleurs mon collègue Alexandre, en Master 1, nous sommes encore attachés à ce que les étudiants aient une base théorique qui nécessite d'être approfondie. Et donc, il existe encore une matière fondamentale donc, à laquelle on associe effectivement des travaux dirigés. Donc, les étudiants ont encore besoin de progresser et d'acquérir des compétences juridiques à travers ce type d'exercice qui est effectivement académique, plus académique. Ensuite, donc, en 2e année de master, là, en revanche, on va dire que la liberté pédagogique est davantage prononcée. Elle est d'autant plus qu'au niveau de l'équilibre de la maquette, et ça, je vous renvoie au site internet, nous avons en fait un volume horaire qui est extrêmement équilibré entre les disciplines des ressources humaines, donc attachées aux ressources humaines, et les disciplines qui renvoient là vraiment en fait à la pratique juridique. Donc on a vraiment à peu près plus de 200 heures d'un côté en RH et le même volume d'heures pour ce qui est en fait du droit social, et ça c'est valable pour la 2e année. Tout comme c'est le cas également dans les autres masters, nous sommes également attachés à l'exercice du mémoire. La 2e année de master se termine avec la remise de ce mémoire qui permet d'évaluer la compétence et le niveau de réflexion que l'étudiant est capable d'avoir par rapport en fait à un sujet déterminé, et surtout d'apprécier également en fait ses compétences écrites aussi, puisque ça c'est également extrêmement important. Et donc la remise de ce mémoire est accompagnée d'une soutenance de mémoire qui permet de clôturer cette année de formation qui est assez dense, et ces 2 années elles sont effectivement assez dense en fait en termes on va dire de rythme, puisque l'année est assez longue,
C'est-à-dire que par rapport en fait à des étudiants qui sont inscrits en formation initiale, on va dire qu'ils commencent au mois de septembre et puis à partir d'avril, mai, juin, ils retrouvent davantage de liberté. Là, c'est un autre rythme puisque effectivement, il faut placer un certain nombre en fait de cours sur 2 jours par semaine. Donc, ce qui fait que, et là, je parle pour Lille, la rentrée, donc que ce soit en M1 ou en M2, donc se fait la dernière semaine de septembre et les étudiants, effectivement, on va dire, terminent les cours et ils terminent les cours par cette session d'examen, donc à la mi-juin. Donc, c'est effectivement une année qui est assez dense et ça, je tenais effectivement en fait donc voilà, à le souligner. Par rapport au rythme de cours, donc c'est un rythme, les étudiants donc, sont, comme je vous l'ai dit, en fait 2 jours à la faculté, le jeudi et le vendredi, et donc les 3 jours qui précèdent, donc lundi, mardi, mercredi, les étudiants sont en entreprise et ce rythme est le même, donc que ce soit en Master 1 ou en Master 2. Donc là aussi, je reste à votre disposition. Je vais peut-être tout de suite passer la parole donc, à mon collègue voilà, Gaëtan à Paris pour qu'il puisse à son tour là, présenter le master avec la spécificité, on va dire, parisienne. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je ne me rends pas compte. Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, après mes collègues, évidemment, j'aurai moins de choses à dire puisque beaucoup de choses ont déjà été précisées. Donc, en plus, mon master DGRH est en vérité le jumeau de celui qui existe à Lille. Il y a quelques singularités que j'ai précisées. La grande originalité du master DGRH, que ce soit ici à Lille ou à Paris / ici les Moulineaux, c'est qu'effectivement, on est à mi-chemin du droit social pour l'essentiel, et des sciences de gestion, management, thérapie. 3 nouvelles matières. Oui, on a un petit souci d'audio. Bah, peut-être qu'en attendant, Élodie, il y a une question pour toi qui demande si est-ce que tout comme le master DSGRH classique, il y a une délivrance d'un certificat d'aptitude au management d'entreprise par l'EDEC Business School? Non. Ok. Voilà. Alors, non. Après, je peux expliquer la raison en fait pour laquelle le certificat n'est pas délivré. Alors, il n'est pas délivré tout simplement parce que le module n'est pas intégré dans la maquette. Alors, il n'est pas intégré dans la maquette pour, on va dire, 2 raisons. La première raison, tout simplement, c'est que comme les étudiants sont en alternance, les étudiants sont la moitié de la semaine en entreprise. Donc, ils vont, on va dire, découvrir et acquérir des compétences qui, on va dire, sont propres à l'entreprise sur le terrain même en fait de l'entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, un tel, on va dire, ce certificat n'a pas du tout la même raison d'être qu'en revanche dans la formation en fait initiale. Et d'autre part, au niveau de l'organisation des cours, le volume d'heures en fait ne permettrait pas de respecter cet équilibre dans les cours. Donc, et de toute façon, sur le fond, voilà, j'insiste, l'approche entreprise, l'étudiant l'aura en étant effectivement la moitié de la semaine au contact voilà, de pratiques terrain. Ok, ça marche. Bah, je donnerai les autres questions après. Est-ce qu'on a retrouvé du son? Gaëtan, est-ce que tu nous entends? Je peux continuer, hein, si vous voulez. Il y a une autre question. Ouais, alors, je ne sais pas si Gaëtan arrive à se connecter. Non, peut-être pas. Alors, je vais enchaîner du coup avec encore une autre question, Élodie. Oui. On demande s'il faut déjà une entreprise pour être accepté en master ou est-ce qu'on peut trouver une entreprise plus tard?
Alors, alors l'idéal, c'est évidemment d'avoir une proposition donc, de contrat pour présenter en fait ce master, mais ce n'est absolument pas on va dire, une condition d'entrée. L'idée, c'est de présenter effectivement donc, son dossier de candidature, donc avec les différentes pièces qui sont demandées, donc les notes, voilà, de licence, le CV qui est extrêmement important, la lettre de motivation, et si l'étudiant est en mesure de présenter une promesse voilà, d'embauche, c'est effectivement satisfaisant. Mais nous laissons évidemment le temps aussi aux étudiants pour donc candidater à des offres, réaliser les entretiens et trouver effectivement une entreprise. Alors, le temps, ils n'ont pas néanmoins, on va dire, enfin, voilà, des mois et des mois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir encore des signatures de contrats qui sont au mois de septembre, par exemple. Alors, il y a aussi une autre question. Alors, ça, je vais pouvoir y répondre. Est-ce que la formation qui est reconnue par l'État? Oui. Est-ce qu'elle est prise en charge par l'OPCO? La réponse, c'est oui aussi. Et les coûts de formation, alors ça dépend en fait du master que vous choisissez. Donc, je pense que ça, on pourra voir peut-être de façon plus individuelle. Et alors, le prix de formation que l'entreprise doit payer, peut-être que Suzette, ça, tu peux peut-être, est-ce que tu as des infos pour l'année prochaine? Alors, le coût de la formation, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes en contrat de professionnalisation, le coût horaire qui est pris en charge et le coût de la formation est de 15 € de l'heure. Donc, en fonction des OPCO, certains OPCO financent à hauteur de 15 € d'heures de formation, certains un petit peu moins. Si effectivement on est en deçà, le reste à charge revient à l'entreprise. En toute transparence, on souhaite favoriser le contrat d'apprentissage parce que dans le cadre du contrat d'apprentissage, le coût de la formation est totalement pris en charge par l'OPCO. Et en fonction des conventions collectives, des secteurs d'activité des entreprises, le coût de formation est adapté de façon à ce qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les entreprises. C'est un vrai plus, c'est un véritable argument que vous pouvez avancer auprès des entreprises que vous allez rencontrer dans le cadre de vos recrutements. C'est qu'effectivement, on travaille avec les OPCO de façon à ce qu'il n'y ait pas de reste à charge pédagogique pour les entreprises. Bien sûr, il reste ensuite votre rémunération, mais ça c'est normal. Mais en tout cas, le coût de la formation est totalement pris en charge par les OPCO et s'adapte en fonction de la convention collective et du secteur d'activité. Donc, la personne qui a demandé si le coût de la formation pour l'entreprise correspond au quotient familial de l'étudiant, non, en fait, le coût de la formation correspond voilà, aux critères établis par formation et par année, mais ce n'est pas lié au quotient familial de l'étudiant. On ne parle plus du tout de quotient familial dans le cadre de la formation en alternance. C'est l'entreprise qui prend en charge les coûts pédagogiques ou une partie des coûts pédagogiques. Donc, l'assiette du quotient familial n'est plus prise en considération. Alors, j'ai des questions pour Alexandre. Donc, je vais les lister pour qu'il puisse y répondre. Alors, quel est le profil de l'étudiant recherché dans le master d'Amaret? Est-ce que c'est possible d'intégrer le master en tant qu'étudiant étranger? Et dernière question, est-il possible de s'inscrire uniquement en M2 et non pas faire M1 et M2? Alors, le profil des étudiants cherchés, c'est des bons étudiants. C'est des bons étudiants. Plus sérieusement, il faut surtout pas voir l'alternance comme une voie de garage. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu brutal ce que je vous dis, mais je lis beaucoup trop de lettres de motivation où les étudiants m'expliquent qu'ils veulent faire de l'alternance parce qu'ils en ont marre de la théorie universitaire qu'ils ont subie pour eux pendant 3 ans. Et ça, c'est pas du tout vendeur, bien au contraire. Puisque nous, ce qu'on cherche, c'est des étudiants qui, au vu de leur dossier, au vu de leur motivation, vont avoir la capacité en 2 jours en Master 1 de faire exactement la même chose qu'on demande en 5 aux étudiants en initiale. Donc, on ne veut pas des étudiants qui en ont marre de travailler à l'université. En réalité, si
vraiment vous en avez marre, il faut arrêter après votre licence, il ne faut pas faire de master en alternance ou en initiale. Nous, ce qu'on veut, c'est des étudiants où on va se dire, tiens, là, il y a quand même suffisamment d'épaules larges pour pouvoir assumer 2 jours à la fac, on va demander ce que vous faites en 5, et en plus, toutes les charges, puisque vous êtes salarié, vous êtes intégré dans l'entreprise. Ça, mes collègues Aude et Suzette ont vraiment insisté dessus, et elles ont eu raison, d'avoir la capacité de faire cela. Alors concrètement, comment on essaye de les trouver? Ben, on va regarder les notes. On va regarder les notes pour le droit des affaires dans les matières les plus importantes pour moi. Droit des obligations 2e année, droit commercial 3e année. Examen TD. Après, on regarde un peu les notes de TD et toute autre chose. On n'est pas des robots hein, dans la sélection. Alors ensuite, est-ce qu'en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez intégrer le master? Oui, sans aucun problème. Étant entendu que dans le recrutement pour les Master 1, si vous n'avez pas de licence de droit obtenue en France, dans une université qui délivre des licences de droit, eh bien, vous devez passer au préalable par la commission d'équivalence qui est gérée par l'Université de Toulouse 1, notre partenaire. Et je ne veux pas du tout juger la façon dont l'Université de Toulouse 1 gère les équivalences, c'est leur travail, c'est pas le mien. Mais dites-vous que c'est quand même extrêmement rare que l'Université de Toulouse 1 accorde une équivalence lorsque l'étudiant se présente sans licence de droit. Et malheureusement, ma collègue Kenza, vous en avez dit un mot tout à l'heure, ça inclut malheureusement les licences professionnelles. Il est extrêmement rare que ces licences-là puissent recevoir l'équivalence. Est-ce qu'on peut intégrer le master en Master 2 directement? Oui. Oui, et cette fois-ci, on est beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un diplôme prérequis. Évidemment, si vous avez un Master 1 en droit des affaires, c'est mieux. Mais il n'y a pas un diplôme véritablement obligatoire où là, l'Université de Toulouse nous dit attention, il faut passer par ce carcan-là. Vous pouvez arriver avec un Master 1 d'une université étrangère, avec un Master 1 dans des formations un petit peu éco-droit, etc., etc. Là, on est beaucoup plus libre dans le recrutement. Mais donc, pour répondre à votre question et pour ne pas monopoliser la parole, oui, c'est tout à fait possible d'intégrer le Master uniquement en Master 2. Merci Alexandre. On va retrouver Gaëtan Marin. Je suis navré, pardon pour cette coupure Zoom. C'était trop long, donc j'ai été coupé d'office. Non, mais écoutez, je vais être encore plus court que je le prévoyais. Donc, je vous disais simplement qu'effectivement, il y a une double casquette dont il faut se méfier, matière de management et puis matière juridique. Le juridique, donc, évidemment, on ne le perd pas de vue en approfondissant tout ce qui est relations collectives et individuelles de travail. Et puis, il y a donc la découverte de l'entreprise, tout le monde est revenu dessus, je ne vais pas insister, hein, mais effectivement, c'est quand même un changement considérable pour les étudiants qui découvrent un peu cette nouvel univers pour eux. On est loin des stages qu'on peut faire quand on est en L3 de 2 mois l'été. Là, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant. Et puis surtout, on ne lâche pas le théorique. D'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Alexandre juste avant moi, on ne lâche pas le théorique. Hein. C'est-à-dire que le master alternance, ce n'est pas j'arrête le droit pour finalement vivre la vraie vie d'entreprise. Pas du tout. Puisque de toute façon, dans l'entreprise ou dans les cabinets, on fait du droit. Et 2, on ne vous lâche pas non plus sur le plan théorique puisque vous avez un mémoire à faire. Alors la bonne nouvelle, c'est que le mémoire, évidemment, le plus souvent, il est corrélé aux expériences que vous vivez en entreprise. Donc, c'est les points de droit de travail en entreprise qui font l'objet d'un mémoire. Une 50aine de pages, hein, rien d'insurmontable. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'on fait que de la pratique, que du cas concret et qu'on perd de vue le droit. De toute façon, le droit, voilà, c'est une théorie et une appliquée au cas d'espèce. Donc, évidemment, il faut toujours être bon sur la majeure pour pouvoir appliquer la mineure dessus. Voilà, je ne vais pas revenir sur le reste parce que je pense que je vais faire un peu en décalage. S'il y a des questions, évidemment, naturellement, je me tiens à votre disposition comme mes collègues. Gaëtan, je pense que tu peux répondre à une question. Quels sont les attendus pour intégrer le master droit social? Alors, le paradoxe, c'est que bien que je vous dise que vous ferez à la fois des sciences de gestion donc, et des sciences juridiques, évidemment, vous êtes des juristes, a priori. Donc, c'est ces matières-là que je vais évidemment vérifier et ausculter. Et puis, comme disait mon collègue Alexandre, hein, c'est surtout les fondas qui vont compter. Évidemment, s'il y a une matière droit social, droit du travail et droit social qui a été travaillée, je vais l'observer.
mais rien d'automatique. Voilà, il faut être bon juriste, en fait. C'est ça le point pour pouvoir rentrer là-dedans. Il faut être bon juriste et avoir cette habilité à pouvoir s'ouvrir à d'autres sciences. Donc, c'est surtout cette capacité d'adaptation, plus un bon niveau général en droit. Et voilà, il n'y a rien de précis, il n'y a pas un quantum, un seuil, c'est simplement des bons étudiants qui sont naturellement accueillis. Merci. J'ai aussi une question. Alors, à mon avis, Suzette, tu vas pouvoir aussi y répondre. Peut-on avoir une entreprise différente entre le Master 1 et le Master 2? Alors, théoriquement, non, puisque lorsque vous vous engagez pour un master de 2 ans, vous signez un contrat pour 2 ans. Ça, c'est la théorie. Après, il y a la vraie vie. Et il arrive effectivement que, en concertation avec l'entreprise la première entreprise, en concertation avec la faculté, il peut y avoir des mini-divorces en bonne entente au terme de la première année pour pouvoir alors soit élargir son champ de connaissances de secteur professionnel, soit développer de nouveaux types d'activités ou de nouvelles missions. Ça peut arriver effectivement de changer d'entreprise entre le M1 et le M2. Naturellement, ça se fait d'un commun accord entre toutes les parties, ça se fait en bonne concertation et dans des délais raisonnables. Donc voilà, ça peut. Ça peut, mais ça s'anticipe et ça se prépare et ça ne se fait pas sur un coup de tête. Alors, il y a encore quelques questions, mais par contre, il y en a une qui est intéressante, qui est de savoir si les masters dont on vient de parler sont présents sur la plateforme concernant les masters. Et donc, on avait prévu une petite slide pour vous parler justement de cette plateforme. Alors, vas-y. Alors, vous voyez, effectivement, vous savez, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, effectivement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche initie cette année, pour la rentrée 2023, une nouvelle plateforme pour toutes les inscriptions en master première année. Ça ne concerne pas les entrées en master 2 qui suivent les procédures habituelles de sélection et d'inscription au sein des universités. Pour les titulaires de licence qui vont intégrer des masters, une nouvelle plateforme effectivement est en cours de développement. Elle n'est pas encore ouverte, elle sera ouverte le 1er février. Vous la connaissez peut-être un petit peu parce que vous avez effectivement sur la slide le lien trouvermonmaster.gouv qui était initialement une énorme base de données, une base de recherche où vous pouviez aller sélectionner des masters, regarder les contenus, prendre contact avec les différentes universités. Cette plateforme évolue, elle se transforme, elle s'appelle maintenant Mon Master et elle détient un onglet dans lequel vous allez candidater pour l'ensemble des masters auxquels vous avez droit de pouvoir vous présenter. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. Toutes nos formations, effectivement, seront à déposer sur la plateforme. Vous trouverez de toute façon sur le site de la faculté précisément les libellés, les intitulés de formation et comment identifier les formations de la fac de droit pour pouvoir bien les choisir et bien les identifier. Sachez simplement que donc cette plateforme pour les Master 1 vous permettra en fait de suivre 5 étapes de dépôt de candidature et de sélection. La plateforme va ouvrir le 1er février, donc dès le 1er février, vous allez pouvoir consulter l'ensemble des offres. Encore une fois, je vous invite vraiment à suivre les actualités de notre site de la faculté de droit parce qu'au fur et à mesure, vous allez avoir énormément d'informations sur comment choisir, quel est le chemin le plus approprié pour choisir les masters que l'on vient de vous proposer. À partir du 22 mars, vous pourrez commencer à déposer vos candidatures. Et ensuite, se déclineront plusieurs étapes d'examen des candidatures par les directeurs de master que vous venez d'entendre, les phases d'admission et ensuite la phase finale d'inscription.
Donc, à la réponse, est-ce que les formations seront sur la plateforme et est-ce que c'est le mode de dépôt des candidatures? La réponse est oui. Encore une fois, et j'insiste, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos directeurs de master, de solliciter les équipes que vous connaissez si vous êtes déjà inscrit en licence, les équipes sur les campus pour savoir concrètement comment choisir, comment identifier les masters. Et on attend tous le 1er février pour découvrir cette nouvelle plateforme. Alors, j'ai une question concernant le master DGP. Donc, quel est le profil idéal de l'étudiant recherché et avez-vous des conseils à donner pour les étudiants venant du droit? Alors, le profil recherché, comme je le disais tout à l'heure, c'est un profil de gestionnaire de patrimoine en premier lieu. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui ambitionnent une entrée à l'INFN et qui souhaitent intégrer le master droit et gestion de patrimoine et donc qui arrivent à faire une alternance au sein des études notariales. On en a. Certains d'entre eux arrivent à intégrer l'INFN par ce biais-là. Maintenant, ce n'est pas l'orientation première de ce master. Hein. C'est un master qui est censé former un gestionnaire de patrimoine et pas un notaire. Donc, sur le fond, encore une fois, on ne va pas avoir une formation très complète en droit, puisque comparativement à une formation dédiée au droit notarial, on aura un volume de cours très très réduit en droit, avec beaucoup de vulgarisation et aussi des choses pratiques qui sont aussi bien destinées à un public de gestionnaires de patrimoine qui travaillent en banque, qui travaillent dans des cabinets de gestion de patrimoine, qu'à des personnes qui sont en études. Donc, on n'aura pas de droit de l'urbanisme, on n'aura pas de droit de la construction, on n'aura pas de droit immobilier. Ça reste une centaine d'heures de cours de droit, donc beaucoup moins qu'en master droit notarial où on a 500, de mémoire 520 heures de cours de droit uniquement sur la première année et pareil sur la deuxième. Merci. Alors, il y a une question pour Élodie Letombe. Est-ce que votre master permet-il par la suite de passer le CRFPA? Oui. Oui. Il est possible de passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat et tous les ans. J'ai effectivement dans la promotion des étudiants qui passent cet examen. Donc oui, c'est possible. Je préviens néanmoins toujours que le master ne prépare pas à l'examen. Donc c'est-à-dire que il n'y aura pas d'exercices d'entraînement comme la note de synthèse, orale. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un master qui est en alternance. Donc, c'est-à-dire que même si en master 1, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on maintient une pédagogie assez académique, en master 2, là, en revanche, la pédagogie, en fait, est différente. Donc, souvent, ça suppose, dans la plupart, en fait, des cas, les étudiants font une prépa dans la foulée. Mais c'est possible et j'ai régulièrement quelques-uns, alors ils ne sont pas beaucoup à le faire, mais on a quelques étudiants qui s'inscrivent et qui réussissent en fait à obtenir cet examen, mais après une préparation faite après le master, effectuée après le master. Il y a également une autre question. Quel est le profil des étudiants recherchés pour le master DGRH? Là, je rejoins ce que disait
Gaëtan, enfin voilà, tout à l'heure, et Alexandre également. Ce sont les mêmes éléments en fait qui sont pris en compte, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est des étudiants juristes de préférence et d'avoir également une envie d'être au contact de problématiques effectivement pratiques ou pour le dire autrement que ce qu'a pu, autrement que Alexandre, il faut pas se présenter en se disant il y a de la lumière. Tiens, je vais frapper à la porte. Non, la démarche de l'alternance, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, mûri. Donc, on ne se présente pas dans un master en alternance, en fait, par hasard. Il y a une vraie volonté d'intégrer une structure, d'avoir également, en fait, un rapport au travail, parce que c'est un rythme qui est effectivement assez soutenu, et en même temps cette capacité de raisonner et d'être un bon juriste. Et alors, nous avons encore une question. Combien de places seront disponibles en M1? Mais ça, à mon avis, tout le monde peut y répondre. Donc, je vous laisse répondre à la question, le nombre de places en Master 1. Le nombre de places, il est d'environ une trentaine. C'est une trentaine de places qui sont ouvertes. Me concernant, je parle pour moi. Oui, par contre, en droit et gestion de patrimoine, je rebondis, je me permets, c'est moins que ça puisqu'on est en partenariat avec la fac de gestion. Donc, on prend 15 à 20 étudiants côté fac de droit. Je laisse les autres aussi donner l'information pour leur master. Oui, tout pareil. Hein, sur le master affaires d'Amaré, on est sur une trentaine d'étudiants, une trentaine de places, avec les aléas que vont nécessairement nous causer la nouvelle plateforme. On pourra exceptionnellement aller à 34-35, mais l'idée de restreindre les capacités d'accueil, c'est de permettre justement une certaine émulation et une participation orale plus pertinente des étudiants, qui se fait beaucoup mieux en petits groupes. Pareil ici, pour mes collègues, 30-35 en master de GRH chez les effectifs. Pour le master franco-allemand, c'est aux alentours de 20, maximum 25. Merci. Alors, il y a une question également qui concerne l'intégration des étudiants étrangers. Y aura-t-il des entretiens pour les étudiants étrangers et comment cela se passera-t-il? Alors, Suzette, tu me corriges, mais il me semble que les étudiants étrangers ne passeront pas par le même process que la plateforme dont on a parlé, mais il y aura un process un peu différent. Alors, pour les étudiants étrangers, effectivement, c'est Études en France qui reste anciennement Campus France, pour ceux qui connaissaient, qui reste d'actualité et qui permet effectivement d'étudier les équivalences de diplômes et de s'assurer de la bonne adéquation entre diplômes. Alors, il y a peut-être une question qui est sous-jacente dans plusieurs éléments formulés. C'est comment vous allez sélectionner les étudiants, puisque là, il y a quelques petites questions. Alors, peut-être que quelqu'un peut répondre sur le mode de sélection des candidats pour l'entrée en Master 1. Ça se dit pas, ça. L'idée, c'était surtout le dossier et l'entretien, mais que, voilà, il y aura des petites choses à présenter quand même. On est sur du multicritère. Il n'y a pas... Alors évidemment, il y a un dossier idéal qui existe, on ne l'a jamais. C'est l'étudiant qui a sorti que des mentions bien et très bien sur 3 années, qui a déjà fait pour l'alternance plein de stages et qui a 4 promesses d'embauche. Ça, c'est le dossier parfait, mais on ne l'a jamais. Hein. Ne paniquez pas tout de suite. Ça, on ne l'a jamais.
Évidemment, on va regarder. Ça reste une formation universitaire. Hein. Je pense que mes collègues, Elodie et Gaëtan notamment, ont suffisamment insisté là-dessus pour bien vous faire comprendre que l'alternance, ça reste une formation universitaire. Donc, l'un des premiers critères qu'on va regarder, comme tout le monde, c'est les notes. Les notes ont leurs défauts, mais les notes ont au moins leur qualité d'être plus ou moins un élément de comparaison objectif entre tous les dossiers. En fonction de nos masters, je vais parler pour ma cuisine, on va regarder les notes dans les matières fondamentales, les notes qui sont rattachées à la spécialité du master, et puis après, chacun fait un petit peu sa petite tambouille. On aime beaucoup regarder les notes de TE, de TD, pour voir si, alors un examen de 3 heures, un accident, ça arrive, on a tous trébuché aux examens, ça arrive. En revanche, si les notes de TD sont pas forcément très bonnes année après année, on peut en déduire que l'étudiant n'est pas forcément sérieux. On va regarder la lettre de motivation, qui est un élément très important. On va recevoir des centaines de dossiers, donc éviter les lettres trop générales, trop typées, pas suffisamment personnalisées par rapport au master en question. Éviter les phrases toutes faites à nous dire que vous êtes motivé à faire de l'alternance pour faire de la pratique. Si vous m'avez envoyé un dossier pour un master en alternance, je comprends que vous êtes motivé à faire de l'alternance pour faire de la pratique. Ce n'est pas la peine de le répéter. Un dossier, c'est que vous êtes motivé. Essayez vraiment de personnaliser votre lettre par rapport au master que vous visez, par rapport à vous. Pourquoi de l'entreprise? Pourquoi de l'alternance? Pourquoi du droit des affaires? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Est-ce que c'était un cours de L3 parce que le prof était parfait? Est-ce que c'était un stage de 3e où vous avez eu déjà... parlez-moi de vous, essayez de personnaliser un petit peu tout ça. Évidemment, les stages que vous avez faits, j'en profite, nul besoin de mettre vos conventions de stage. Hein. Personne ne les lit. Hein. Vous dites que vous faites un stage, on vous croit. Non, des fois, vous mettez la convention de stage, la convention collective et tout. Entre nous, on s'en fiche complètement. En revanche, si vous avez fait, en ce qui me concerne, déjà des mini-travaux de recherche, des mini-mémoires, peut-être des petits dossiers de 5-10 pages sur un thème en L2, en L3, en Master 1, pour ceux qui candidateraient en Master 2. Ça, en revanche, vous pouvez mettre ça dans votre dossier. C'est des choses qu'on va lire et apprécier. Mais il n'y a pas fondamentalement de profil type. On va essayer de tirer le meilleur de chaque dossier. Il n'y a pas véritablement, à part le dossier parfait, je vous dis qu'on a fondamentalement jamais. Si vous souhaitez compléter les propos d'Alexandre, n'hésitez pas. Oui, moi je dirais juste un mot sur le master franco-allemand, puisque bien sûr, spécificité linguistique, d'ajouter tous les éléments qui concernent la formation linguistique et qui peut attester du niveau en langue. Les certificats ne sont pas exigés, mais au moins s'il y a des attestations ou des éléments qui permettent d'évaluer le niveau des langues ou des expériences professionnelles ou autres ou académiques à l'étranger. Tout cela est bien sûr le bienvenu. Alors, j'ai une question sur le nouveau master droit notarial. Sera-t-il proposé en alternance? Alors, je pense que ça, Suzette, ça fait référence Kenza, au… peut-être? Alors, oui, tout à fait. Donc, non, pas du tout. C'est une formation qui ne sera pas proposée en alternance avec un volume d'heures de cours qui est très important et une période de stage. Donc, non, ça ne sera pas proposé en alternance. Alors, je pense qu'on a répondu à presque toutes les questions, enfin à toutes les questions d'ailleurs. Ben, parfait. À nouveau, n'hésitez pas à prendre contact avec les directeurs de master, si vous êtes déjà à la fac de droit, éventuellement avec vos responsables de licence aussi qui peuvent vous renseigner sur les masters. N'hésitez pas à aller chercher l'information, à vous renseigner sur le contenu des masters, sur
concrètement comment ça se passe l'alternance. Vous savez qu'avec la nouvelle plateforme Mon Master, vous avez droit à 15 vœux de master en initial et 15 vœux de master en alternance. Donc, ça vous ouvre quand même un choix assez important. Renseignez-vous bien sur les contenus des masters. Commencez déjà à identifier les entreprises qui potentiellement sont susceptibles de vous accueillir, de poster des offres. La fac de droit, de toute façon, accompagne les candidats dont le dossier a été validé par les directeurs et directrices de master, accompagne ensuite sur l'entreprise à identifier, à sélectionner à travers des job dating, à travers des offres que nous allons vous proposer, à travers des ateliers où on va vous expliquer encore plus en détail comment fonctionne l'alternance et comment travailler votre candidature en entretien. Donc, n'hésitez pas à chercher de l'information, soyez curieux, allez poser des questions. Et puis, vous avez tous nos contacts. N'hésitez pas à nous solliciter s'il y a des choses qui ne vous ont pas paru très claires ou si vous avez pensé à d'autres sujets à l'issue de cette présentation. Alors, vous avez Kenza Le Saffre qui vient de mettre son contact dans la conversation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et alors, il y a une question que vous venez de rajouter. Les étudiants de la faculté de droit de la Cato à Lille en licence ont-ils plus de chances d'être pris par rapport aux étudiants venant d'autres facultés? Alors, qui veut bien Personne veut répondre à cette question? Bon, je vais répondre du coup. Moi, je l'ai C'est déjà une fait. question. Ou Alexandre, tu veux? Non, vas-y. Je sais ce que tu vas dire, de toute façon. C'est une question qui est assez délicate. C'est sûr qu'on examine les candidatures de nos étudiants avec beaucoup de bienveillance et on examine aussi les autres candidatures avec beaucoup de bienveillance. C'est une question aussi c'est des formations qui sont sélectives. C'est une question de sélection, de cohérence du projet professionnel, de niveau aussi d'étudiants. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Si le dossier n'est pas bon et que l'étudiant est de chez nous, ce n'est pas un critère de sélection, quoi.